Jean Yahya Sénac. Jean Yahya Sénac a été un poète sur tous les fronts en Algérie. Militant de la première heure de l'Algérie indépendante pendant l'Algérie française, il a été ensuite, pendant l'Algérie indépendante, accompagnant l'indépendance de l'Algérie, le rêveur fou, un utopiste, un poète à part entière, c'est-à-dire aimé, respecté, mais aussi craint et maudit. Il y a Sénac, le poète qui sublimait son pays, l'Algérie, et les garçons de soleil de ce pays. Et puis il y a Sénac, le militant, celui qui s'est impliqué, avec ses illusions, avec ses vers, dans la construction d'une Algérie indépendante, fraternelle, socialiste et multiraciale. Entre la justice et sa mère, Sénac, contrairement à son père de substitution, Albert Camus, a choisi le camp de la liberté d'abord, la liberté et la justice pour tous. Dans cette émission, des gens qui l'ont connu vont témoigner de l'œuvre et de la vie de Jean Sénac. Le comédien Sid Ahmed Agoumi, l'animatrice de Radio Alger qui a beaucoup travaillé avec Jean Sénac, Leïla Deradji, le journaliste Jean-Pierre Pérancel-Hugoz qui était correspondant à Alger du journal Le Monde et qui a bien connu Jean Sénac, l'écrivain et critique littéraire René de Secati qui a édité les œuvres poétiques de Sénac, et puis l'écrivain Françoise Debonne qui a rencontré Sénac dans les années 70 en France et qui avait avant correspondu avec le poète. Et puis d'Algérie, au téléphone, un poète algérien qui a été découvert et aidé par Jean Sénac et qui aujourd'hui prépare une biographie du poète. Il s'agit de Hamid Nasser Khoudja. Né en 1929 à Benissaf, Sénac est donc mort assassiné à Alger le 30 septembre 1973. À Alger, Alger la Noire, Alger la Blanche, Alger la nuit et le jour. Et jamais un poète n'a autant été aussi pénétré par les lumières et les ténèbres de la capitale algérienne. Au printemps, avant 2 heures, Alger commence à vivre. Il a plu, les rues sont propres, la nuit est blanche. Les lumières pointillent la côte jusqu'au cap Matifou. L'horloge de la grande mosquée sonne. Quelques autos furtives, les clapotis joufflus le long des lamparaux, le chant des coqs vers la haute ville, une rumeur ample qui vient d'en bas, de sous la mer, tout cela compose un décor discret et superbe. C'est l'heure de l'oreille. Place du gouvernement, le duc et son cheval de bronze disparaissent, vert sombre, dans la masse noire de la Casbah. Seuls brillent leurs socles et les barrières rouges des arrêts des tramways, violemment éclairés. Les balayeurs griffent les pavés. Le ciel se découvre. Maintenant, 2 coqs se répondent. Rue de Chartres, les marchands de beignets allument leurs minuscules boutiques, chauffent leur huile. Recroquevillés dans leurs gandourats, devant des étalages ruisselants de couleurs, les marchands de légumes veillent. Certains boivent du café par petites gorgées lentes, très espacées, de façon friande. Les inscrits maritimes descendent vers les quais. De la cathédrale du boulevard de la Victoire, compacte et à l'étroit, la Casbah se repose. De temps en temps, un toussotement, une sonnerie de réveil longue, des miaulements brusques, inquiets, les voix confuses des boulangers, le souffle des fours troue la moiteur des ruelles. 2 heures à la grande mosquée. Leurs flèches, lavées, pures, traversent le silence jusqu'à la rue Marengo. Là, plusieurs cafés morts accueillent les matinaux, les sans-logis et les joueurs de cartes. Il y a beaucoup d'adolescents endormis, la tête sur une table. Sur le comptoir, les verres sont rangés avec leur sucre. C'est la halte tiède. Mais dehors, des portails entr'ouverts, le ronflement des pauvres couchés à même le carrelage glacé des couloirs, enveloppés dans des vieux sacs et des journaux, s'échappe comme un râle unique. Rue de la Lyre, sous les arcades,
À 20 mètres de l'archevêché, une trentaine d'enfants agglomérés en puzzle, sales, à moitié nus, somnolent. Les cars de police vont et viennent. Alger dort en paix, la lèpre au cœur. Revue, Terrasse, 1953. Alger, à la veille de la guerre, vu par Jean Sénac. Le texte a été lu par Leïla Deradji, qui a connu Jean Sénac, puisque Leïla Deradji a commencé sa carrière à la radio en travaillant avec le poète. Le poète avait travaillé à Radio Alger à l'époque de l'Algérie française, et il est resté après l'indépendance. Et de la fin des années 60 jusqu'à sa descente aux enfers amorcée en 1972, Jean Sénac animait une émission de poésie sur les ondes d'Alger Chaîne 3, la radio francophone algérienne. Jean-Pierre Péranciol-Hugos, qui était le correspondant du Monde à Alger, témoigne de l'importance de cette émission. D'abord, c'était une émission poétique et aussi politique, parce que Sénac mélangeait les deux choses, et d'une manière très habile, et avec beaucoup de doigté et de savoir-faire. Et puis aussi, vous êtes quand même algérien, arabe, vous devez savoir que dans votre pays, d'une manière générale dans le monde arabe, il y a un goût profond, inné, ou acquis, peu importe, mais il y a un goût profond pour la poésie. Et moi, je l'avais constaté aussi. Quand Sénac se déplaçait pour réciter de la poésie ou faire réciter de la poésie en français, sa poésie ou celle des jeunes poètes algériens de l'époque, il y avait toujours foule, même quand ça n'avait pas été annoncé dans les journaux ou dans la radio. Et on préférait parfois écouter les émissions de Jean Sénac plutôt que d'aller voir un match de football. La presse algérienne elle-même, presse contrôlée par le parti unique et sévèrement contrôlée, l'avait écrit et constaté. Et vivant en Algérie, j'avais vu aussi qu'il y avait une écoute extraordinaire pour cette radio. C'est d'ailleurs une des raisons qui, à mon avis, ont fait que, d'une part, on a chassé Sénac cette radio, mais qu'ensuite, son influence continuant à travers des récitals de poésie qu'il donnait dans toute l'Algérie, notamment dans le cadre des centres culturels français, ce qui était très mal vu, mais lui, il s'en fichait complètement, pourvu qu'on lui offre une tribune, et il y en avait d'autres d'ailleurs qui étaient strictement algériennes. Il y allait, il parlait, il avait toujours du monde. Je l'ai décrit dans mes reportages, je faisais mon travail de correspondant du Monde. J'étais moi-même étonné de voir que, par exemple, un jour, arrivant en Constantine, où le parti unique avait interdit qu'on annonce un grand récital de poésie de Jean Sénac, eh bien, il y avait foule dans la salle que, par miracle, il avait pu avoir, des jeunes qui venaient, qui étaient enthousiastes, qui applaudissaient Sénac. Et c'est un phénomène qui a existé, et ça on pourrait appeler ça le sénaquisme. Pourquoi, d'après vous, Péranciol-Hugos, qu'est-ce qui plaisait aux Algériens? D'abord, il y avait une magie des mots dans sa poésie, qui est comme dans toute poésie, dans toute vraie poésie, qui attirait les gens, comme des gens sont attirés par la musique, ils peuvent être attirés par la poésie. Je crois que c'est une spécificité culturelle arabe, je dirais populaire arabe, d'avoir ce goût pour la poésie, parce que je l'ai constaté moi-même dans d'autres pays, en Égypte, en Syrie, pour des poésies, cette fois-là, de langue arabe. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc, et j'étais frappé de voir des gens qui écoutaient une émission poétique à la radio, qui n'avaient pourtant pas le talent et la culture des émissions de Sénac. Donc il y avait un goût, je crois qu'il existe toujours d'ailleurs, et puis disons aussi, il y avait quand même, Sénac mettait beaucoup de piment dans ce qu'il disait, il avait un talent oratoire extraordinaire, en dehors de ses talents de poète, il savait mettre le grain de sel sur la plaie, et il savait mettre les grains de piment là où il fallait pour parler de la situation politique, de la situation économique. Notez qu'il soutenait le gouvernement puisqu'il était favorable au socialisme, au catastrophisme socialisme algérien qui a donné les résultats économiques que l'on sait. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, les gens croyaient que ça allait donner quelque chose, les villages qu'on construisait, les terres qu'on mettait en culture, etc., au profit, disait-on, du peuple, c'est des choses auxquelles les gens croyaient. Donc, à la fois, il mettait des grains de sel de sa critique politique sur la situation générale, et en même temps, il soutenait des grandes options qui, à l'époque, étaient également soutenues par le reste du peuple algérien. Donc, je crois qu'il était en phase avec le sentiment populaire et que ça a joué.
tellement en phase d'ailleurs que Sénac connaissait bien sa société, c'est-à-dire une société à tradition orale. C'est peut-être pour cela qu'il a très peu publié de son vivant, il savait que l'important était ailleurs, dans la parole. Autre témoignage, celui du comédien Sid Ahmed Agoumi, qui a participé aux émissions de Jean Sénac. Il a été le Gérard Philippe de Sénac, comme aimait à dire le poète. Oui, je l'ai connu par le biais de son émission désormais célèbre, Poésie sur tous les fronts. Nous étions les trois comédiens, il y avait Lila Boutaleb, Samir Ben Sherifa et moi, qui avons été choisis pour lire des textes. Et c'est par le biais de cette émission que j'ai beaucoup fréquenté. Elle était hebdomadaire. Et c'est aussi grâce à Jean Sénac que je me suis vraiment replongé dans la poésie de langue française et étrangère traduite, comme les Nazim Hikmat et Stuart Whitman et tout, que j'ai connu aussi grâce à Jean Sénac. On était au départ tous les quatre très sceptiques, disons une émission poétique, on la faisait, on était très mal payés, mais c'était là l'enthousiasme. Si je souligne très mal payé pour vous dire que la situation absolument misérable et dans laquelle vivait Jean Sénac avant son assassinat. Et donc on a commencé, et subitement on a été absolument pris de court parce qu'elle a eu un impact par rapport sur les auditeurs qui était absolument fabuleux. Et donc on a commencé justement par des poètes universels, continent par continent. Et des jeunes auditeurs ont commencé à écrire à Jean Sénac un courrier qui arrivait de plus en plus énorme, de jeunes auditeurs qui commençaient à s'initier à la poésie. Donc par le biais de Poésie sur tous les fronts qui passait à une heure tardive, je crois vers 22h le soir, et on avait une sérieuse concurrence, c'était la télévision. Et oui, ça qui commençait déjà à rentrer un petit peu dans les chaumières, qui commençait un petit peu à s'éparpiller partout. Et Sénac était absolument ravi, il nous disait, écoutez, il serait intéressant de lire un petit peu ces jeunes auteurs, poètes en herbe, ça pourrait donner quelque chose. Puis petit à petit, on lisait, comme il était très rigoureux aussi sur les choix qu'il faisait, donc à la fin d'un cycle de poètes, on lisait une petite poésie d'un auteur. On disait, voilà, un jeune auditeur nous a écrit, on va vous lire sa poésie. Et je pense que 8 ou 9 mois après, on a été tellement bombardé de poèmes extraordinaires que pratiquement on ne faisait plus que des auteurs algériens. C'est-à-dire adieu Whitman, adieu Nazim Hikmet, on ne faisait que des jeunes poètes. Et de là, moi j'ai découvert Youssef Septi, Salah Gemrish, Khoudja, et Hamid Skif, et j'en oublie. Alors aujourd'hui, de l'autre côté de la Méditerranée, à Djelfa pour être précis, on va retrouver un poète qui a connu Jean Sénac, c'est Hamid Nasser Khoudja. Bon, vous êtes fonctionnaire à la préfecture de Djelfa, Hamid Nasser Khoudja, oui. Mais vous êtes poète. J'ai connu Jean Sénac en octobre 1969. À l'époque, il était à la radio, il réalisait son émission Poésie sur tous les fronts, je lui ai écrit. Il m'a répondu, je lui ai montré mes poèmes, et on s'est connus à partir de cette époque. L'émission Poésie sur tous les fronts était vraiment très populaire en Algérie à l'époque. Pratiquement, elle est née en 1967, en août 67. Elle a cessé d'être produite vers la fin de l'année 1971. Et puis il y a eu des rediffusions jusqu'à mai 1972. Ensuite, l'émission a été interdite. C'était une émission très populaire parce qu'elle donnait la voix aux poètes du tiers-monde, non seulement aux poètes du tiers-monde et aux poètes d'avant-garde, d'autant plus que la décennie des années 60, c'était encore une décennie de lutte dans beaucoup de pays. Il y avait la guerre du Vietnam, il y avait les guerres de décolonisation en Angola, au Mozambique, tous les bouleversements des années 60. Vous aviez quel âge, Hamid Nasser Khoudja, en 1969 ? J'avais 17 ans. Donc vous étiez un adolescent, hein? Oui, absolument. J'étais 17 ans et Sénac s'est tout de suite intéressé à moi, comme à tant d'autres jeunes. Et la plupart d'ailleurs, à l'époque, on avait à peine 20 ans. Notre aîné, c'était Youssef Septi, paix à son âme.
Et tout le reste, il gravitait autour de 20 ans. Moi-même, il y avait Boualem Abdoun, il y avait Djamali Mazitan, Ahmed Ben Kamla, qui travaille actuellement au commissariat chargé de l'Algérie en France. Il y a Rachid Bey. Il ne faut pas oublier que Sénac, pendant la guerre d'Algérie, d'ailleurs, bien avant la guerre d'Algérie, il a aidé les jeunes à l'époque du Cercle Élian, à l'époque de sa jeunesse en 46-47. Il a fondé un cercle littéraire artistique L'Élian. Il a beaucoup aidé les jeunes poètes et même les peintres. Il a écrit sur eux, sur ces jeunes-là, sur ces peintres-là, qui sont devenus très célèbres par la suite. Pendant la guerre d'Algérie, il a fait un essai qui, pratiquement le premier, un manifeste et en même temps anthologie de la poésie algérienne de résistance. Et puis, en Algérie indépendante, Sénac, il a beaucoup aidé les jeunes poètes, aussi bien à la radio que par écrit. Il a fait beaucoup d'articles, il a réalisé de nombreuses anthologies, publiées soit par le Centre culturel français à Alger, ou bien par les éditions Saint-Germain-des-Prés. Schmidette, je suis beau parce que tu bandes. J'aime ton impatience. Ne fuis pas sous la tente, seul avec ta main. Attends la fin de l'émission, j'arrive. Moi aussi, je meurs de ta faim. Hamid Nasser Khoudja nous parle de Djelfa, c'est en Algérie. Hamid Nasser Khoudja se souvient de l'époque de ses 17 ans, quand il écoutait l'émission de Jean Sénac. Un jour, il envoie un poème à Jean Sénac et Jean Sénac le contacte. Alors, la première fois que vous rencontrez Jean Sénac, vous vous en souvenez, Hamid Nasser Khoudja? Absolument, comme si c'était chez lui, à la rue Élysée Reclus, 2 rues Élysée Reclus. Maintenant, elle s'appelle Amimour, Amar Amimour. Et il m'a tout de suite... m'a dit tout de suite de lui montrer ses poèmes, et puis ainsi il m'a dédicacé aussi ses recueils, son recueil notamment poèmes publié en 54 chez Gallimard avec un avant-propos de René Char, et puis d'autres, il m'a dédicacé aussi d'autres, son anthologie publiée en mars 69 par le Centre culturel français, puis d'autres anthologies Ronéo, et puis on a sympathisé, moi-même, puis d'autres jeunes poètes, on le voyait très souvent, chez lui, dans ce qu'il appelle sa cave vigie, c'était dans un sous-sol qu'il a hérité du peintre Angel Diaz-Ojeda, un peintre espagnol qui venait de mourir, qui a été un exilé, il était un peintre, il a été du côté de l'armée républicaine, et l'armée républicaine défaite, il a été exilé en Algérie. Apparemment, il vous parlait beaucoup, donc, de sa vie, de ses origines, de l'Algérie. Ah, non, au contraire, Sénac était très discret avec nous les jeunes, il était très discret sur sa vie, mais on parlait surtout de poésie. Il était, c'est curieux, un homme aussi bavard, parce qu'il était très bavard, Sénac. Il était très bavard, et il disait même, je parle comme une concierge espagnole, parce qu'il avait du sang espagnol dans les veines, par le biais de sa mère. Mais on parlait énormément de poésie avec lui, nous les jeunes, mais il nous parlait très très peu de sa vie, mais vraiment très 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 peu de sa vie ou de lui-même. Et c'est d'une discrétion absolue sur ce plan-là, surtout les dernières années de sa vie. Mais il parlait surtout de son algérianité. Ça vraiment, c'était un point noir. Il a été très sensible, il a beaucoup souffert du fait qu'il a été rejeté. Non seulement on ne lui a pas accordé la nationalité algérienne, bien qu'il a déposé un dossier, mais aussi que de la part de certains pères P-A-I-R-S, certains pères écrivains comme Kateb Yassine ou Malek Haddad ou même le peintre Issachem, qui vraiment le maudissaient, lui en voulaient à mort, du fait qu'il était, comme il disait lui-même, Gaouri, alors que Sénac était algérien, beaucoup plus qu'algérien qu'un nombre d'Algériens, disons, de souche. Jeunes gens, pas au poète Gaouri, pas à lui, ne demandez pas d'autographe. Quelle calligraphie, sinon déjà celle de l'adieu. Oh, ne la mêlez pas à vos chiffres qui portent des fusées, des terrasses, des moissons. Car celui-là,
S'il est étranger sur sa terre, comment porterait-il avec lui l'espérance du peuple? Celui-là, si on lui refuse sa terre, comment trouverait-il une assise à son pas? Et c'est là qu'on en vient aux racines. Et c'est là que je dis, ensemble nous reboisons. C'est là que se lève la meute pour aboyer, non pour construire, pour étaler, non pour sécher le sang. La meute qui ne sait que sourire, mais regardez ses dents. Gauri, bico, gauri, bico, gauri, bico, youpin, raton, romi, melon, bico, gauri, bico, gauri, bico, gauri. Si l'homme nouveau n'invente pas un vocabulaire à la mesure de sa conscience, que s'écroule l'homme nouveau. Si la conscience de l'homme nouveau reste une salle de jeu où s'affrontent les crapuleries, que périsse l'homme nouveau. Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme. Si l'homme nouveau n'invente pas un langage nouveau, s'il pourvoit le malheur de constante misère, qu'il périsse, lui, son langage, sa nouveauté, que le feu les ravage. De l'essence, camarades, de l'essence. Adieu, frères, et nous aurions pu nous aimer. Alger, Pointe-Pescade, 23 janvier 1964. Leïla Deradji, vous avez travaillé à Radio Alger, vous avez connu donc Jean Sénac. Oui, aussi je suis allée chez lui, à la Pointe-Pescade, dans cette petite maison très mignonne qui était construite sur un rocher où on dominait la mer. C'est connu que Jean Sénac adorait la Pointe-Pescade. Là, on voyait les gens qui se baignaient, les jeunes gens. Mais là aussi, Leïla Deradji, c'était la période heureuse de Jean Sénac. Il finira sa vie dans une cave, pas dans cette maison. Oui, non, mais tout à fait. Mais moi, j'ai connu aussi la cave. Et donc là, c'est vraiment la caverne. C'était vraiment la caverne de Jean Sénac, de Yahya, puisqu'on sait bien qu'on l'appelait Yahya. Il avait choisi ce prénom. Et donc tout son univers était là. Évidemment, c'était assez sordide. Et en même temps, même là, il arrivait à y mettre de la vie. Jean-Pierre Pérancel-Hugoz, vous avez bien connu cette période à Alger, c'est-à-dire les dernières années de Jean Sénac, parce que vous étiez, en tant que journaliste du Monde et correspondant du Monde à Alger, très au fait de ce qui se faisait dans la capitale algérienne. Comment vous avez connu Sénac? Je l'ai rencontré un jour par hasard dans une réception diplomatique, et puis nous nous sommes vus souvent, une amitié s'est tissée entre lui et moi, et j'étais notamment son lien entre le monde diplomatique auquel il collaborait, et la seule houle, si l'on peut dire, qui a eu lieu entre nous, c'est que il vous remettait jamais les articles. Il remettait jamais, il faisait traîner, etc. Et moi, j'étais harcelé par le monde diplomatique. Sénac n'avait pas le téléphone, bien entendu. Il vivait dans une cave à l'époque. Et donc, je m'étais brouillé avec lui, c'est vrai, au sujet d'un article du Monde diplomatique qu'il a remis ensuite, après mon départ d'Algérie, qui est paru dans le Monde diplomatique, je crois, daté de juillet ou août, qui était un papier très violent contre la situation culturelle en Algérie, qu'il jugeait, et qui était d'ailleurs, selon moi aussi, désastreuse, et on a dit que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et qu'à cause de ce papier très violent dans le monde diplomatique, Sénac avait signé son arrêt de mort. Immersion, un poème du 17 juillet 1966. Ce rythme régulier de raclement de gorge, c'est la mer, le poème instituant sa forge.
La nuit, rien ne te vient, mais parmi le varech, le galet descendu de la colline, avec les odeurs de pétrole et de piment, scintille, tes yeux boivent, ton corps ému se déshabille, tu plonges. Les oursins montent du petit jour, des mots, ce sont les mots dilatés de l'amour. Tu t'accordes alors si bien à ta présence que les syllabes font des flammes à tes hanches. Roland Sécati, vous êtes écrivain, vous êtes critique littéraire et vous connaissez très bien l'œuvre de Jean Sénac. Pourquoi vous vous êtes intéressé et quand vous vous êtes intéressé à l'œuvre de Jean Sénac? Je travaillais sur Violette le Duc quand j'ai rencontré quelqu'un de très étrange, qui est Serge Tamagno, qui avait été le secrétaire de Marcel Jouandeau, et qui m'a parlé très vite de Jean Sénac. Et c'est donc à travers la personnalité de Serge Tamagno que j'ai été amené à lire toute l'œuvre de Jean Sénac. Puis après, j'ai rencontré un grand écrivain algérien qui est Rabat Bellamri, aussi par Serge Tamagno d'ailleurs. Et Rabat m'a apporté ses premiers livres et m'a dit qu'il travaillait sur Jean Sénac, qu'il avait travaillé d'un point de vue universitaire et qu'il préparait un livre sur Jean Sénac. Donc j'ai toujours été lié par des amis à cette œuvre. Et donc quand Actes Sud a entrepris de republier les œuvres complètes de Jean Sénac, on m'a demandé de faire la préface à cette œuvre que je ne connais que comme lecteur, hein, pas du tout personnellement. Bien sûr, j'ai suivi. Quand je travaillais chez Gallimard, il y avait autre chose aussi, c'est que j'ai travaillé quelques mois, une année chez Gallimard, et Rabat Bellamri m'avait apporté le manuscrit du roman inédit de Jean Sénac, Ébauche d'un père, que j'ai participé à faire éditer. Donc, bon, il se trouve que j'ai toujours été lié à cette œuvre à travers des amitiés, mais aussi parce qu'elle me plaisait beaucoup. Je veux dire que c'est une œuvre qui rencontrait chez moi des échos, et en particulier l'œuvre de Pasolini, parce que il se trouve que j'ai beaucoup traduit les poèmes de Pasolini, et j'ai été bien sûr frappé par la ressemblance entre les destins de ces deux écrivains et la nature même de leur poésie. Il y avait la création de la foire internationale, qui avait lieu, je crois, fin septembre, octobre. Le comédien Sid Ahmed Agoumi. Et il nous a dit, bon, et pourquoi ne pas aussi faire de la poésie à la foire, faire initier les gens qui sont de passage, qui n'écoutent pas peut-être nos... j'ai dit la poésie à la foire, ça va être dur. Mais nous sommes allés quand même, et on a fait une première année, en 72, et on était sur nos petits tréteaux, nous très intimidés par la foule qui rentrait, qui sortait, c'était dans un chahut terrifiant. Et en même temps, on avait des gens qui étaient vraiment intéressés à la poésie, donc on s'est dit, bon, il faut mieux remettre ça, il faut remettre ça. Et c'était l'année 73, l'année fatidique, et on devait refaire une seconde fois cette expérience, avec plus de moyens, disons, techniques. Hein. Et je savais qu'il devait me donner des poèmes que je devais travailler avant. Et puis Sénac ne me donnait pas signe de vie 2 jours avant le 30 septembre, avant le jour, je crois, qu'on devait aller à la foire. Moi, j'étais inquiet. Je téléphone, ça ne répond pas. Je passe chez lui... il ne répond pas, et puis le soir il me téléphone, il me dit, écoute, voilà, je suis rentré de voyage, passe demain, en fin d'après-midi, je te remettrai les textes. Il habitait dans un bâtiment qui était déjà un petit peu déglingué, mais dans une petite cave juste en dessous. Il y avait de l'eau pratiquement, c'était une cave très humide, un petit matelas et des livres partout. Bon, j'ai vu sur la porte Agoumi, il mettait son fameux soleil, parce qu'il signait toujours avec un fameux soleil, avec des rayons, dire, écoute,
on se voit plus tard. Je suis parti furieux, mais vraiment furieux, parce que c'est l'angoisse. Moi, j'avais besoin de travailler les textes. Et le lendemain, donc, je l'ai attendu à la chaîne 3. J'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous avez vu Jean? Non, non, personne. Et là, la police est venue me chercher, je ne comprenais pas. On me dit, c'est M. Agoumi? Je dis, oui, suivez-nous. Bien sûr, à ce moment-là, on pense à qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, à qui... on a beaucoup plus un sentiment. À ce moment-là, on est chacun dans ses petits souliers, quoi. Et si en voyant le commissaire, il me dit, alors ton ami Jean Sénac, là, tu l'as vu quand pour la dernière fois? Je dis, je ne l'ai pas vu, justement, je le cherche. Et c'est là qu'il m'annonce qu'il a été assassiné. C'était vraiment terrible. Et c'est vrai, comme tout le monde à l'époque, parce que c'était un grand solitaire, et comment ne pouvait-il pas être solitaire dans son propre pays? Parce que c'était un Algérien extraordinaire, un véritable Algérien. On oublie de signaler qu'il était le premier secrétaire de l'Union des écrivains en Algérie. Il a été conspué, insulté, humilié pour ça, d'ailleurs. Et moi, le soir, quand je sortais de théâtre, je le voyais tout le temps errer dans les rues d'Alger, toujours seul avec sa barbe, un lourd par-dessus qui lui tombait jusqu'aux chevilles. Et moi, je prenais ma voiture, je dis, ah tiens, voilà, Sénac encore, l'homme qui marchait la nuit, voilà ce que je disais de lui, avec un grand sourire. Et tout ça, ça a été vraiment un grand choc. Et tous, on a pensé que c'était un crime crapuleux. Justement parce que c'est ce que je viens de décrire, l'homme qui marchait un petit peu la nuit, qui avait aussi son originalité. Il était ce qu'il était. Bon, ce n'est que beaucoup plus tard, quand Tahar Djaout, aussi poète, qui fut assassiné, et Tahar Djaout faisait partie des jeunes, que j'ai oublié de citer, qui écrivaient aussi dans poésie sur tous les fronts, Ariski Metref. Il y a des noms qui me reviennent au fur et à mesure. Et là, le lien était très évident. On s'est très vite rendu compte qu'on nous a menés en bateau, mais en fait que c'était véritablement un assassinat politique, et c'est le premier assassinat d'intellectuel algérien. C'est Jean Sénac, le 30 septembre 1973. Et comme disait une formule comme ça lapidaire, je ne sais pas qui a dit cette phrase, et toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver le sang d'un poète assassiné. Dans cette ville, on ne se parle plus, on se ment. On ne se regarde plus, on s'épie, on a peur, on avance avec dans les cicatrices des étoiles de délation. Dans cette ville, on ne t'invite pas. Le soleil, la mer, redans intacts, le saccage. Poitrine adolescente, rempart, ne vieillit pas. Fête pure, ne cède pas, dure pour tous, augure. Dans cette ville, Faranaise lève le doigt, pas plus gros qu'une date, ignore les rats, découvre les bivouacs du ciel et s'émerveille. Alger, 18 octobre 1971. Moins de 10 ans après l'indépendance de l'Algérie, les années euphoriques algériennes, les années de l'indépendance et de l'utopie socialiste étaient déjà derrière. Les premières désillusions commençaient. Et Slimane Ben Aissa, un autre témoin de ces années-là, témoigne justement de l'état psychique de Jean Sénac qu'il avait connu et qu'il avait rencontré la veille de sa mort. Détail important, le dramaturge Slimane Ben Aissa montait et écrivait ses pièces à l'époque en arabe. Oui, la veille de son assassinat, j'étais en vacances avec mon épouse et mon premier gamin, Mehdi, qui avait à peine 2 ans. Et j'ai le film, d'ailleurs. J'avais fait un film Super 8 et il est sur le film, Jean Sénac. Et on était donc tous à Tixirt et lui, il était là. Je l'ai trouvé en arrivant.
Et le soir de son départ, il m'a dit il faut qu'on mange ensemble et tout ça. On a fait un repas dans un restaurant au bord de la mer, d'ailleurs sous des pins parasols, en plein juillet, comme peut être l'Algérie, calme et belle. C'était merveilleux, c'était une ambiance camusienne des plus magnifiques. Et un repas simple, fait de poissons frais bien grillés et un bon pain chaud. Et la discussion allait bon train. J'ai eu le sentiment qu'il avait envie de me raconter toute sa vie ce soir-là. Et il m'a raconté effectivement pratiquement toute sa vie, d'où il est venu, comment il est, quelle poésie il aimerait faire, quel art il aimerait pour l'Algérie. Il était dans un débat qui me dépassait, ou qui dépassait une relation quotidienne comme ça. Et le lendemain, je me suis réveillé assez tôt. Quand on a un gamin et quand on vit en Algérie, on court derrière le lait pour le bébé. Donc je courais à la première épicerie. S'il avait reçu le lait que mon fils buvait d'habitude, on change le lait, c'est toujours un problème. Donc j'étais à la recherche d'une boîte de lait et d'une baguette de pain pour le petit déjeuner. Et je le vois monter dans le bus. Et il me dit à demain, puisque moi je rejoignais Alger dans 2-3 jours, il me dit à demain à Alger, et c'est la dernière image vivante de Sénac que j'ai, montant dans ce bus. C'était quoi sa position vis-à-vis de l'arabisation, Jean Sénac? Eh bien, il était très positif vis-à-vis de l'arabisation. Il disait, moi-même j'apprendrai l'arabe, il faut bien revenir à l'identité. Il était très encourageant dans ce sens, mais je crois qu'il n'imaginait pas la catastrophe que ça allait engendrer. Sid Ahmed Agoumi. Et Salah Gemrich, dans ses souvenirs, dans l'ami algérien, il dit... Il raconte l'assassinat. Il raconte aussi comment il a été absolument interrogé par le commissaire d'Alger, auquel j'ai eu affaire moi aussi, parce qu'il me disait cette chose extraordinaire, parce que Hamid Skif avait écrit un poème qui se voulait un petit peu blasphématoire aussi, mais voulu, mon sperme dans le couscous. Et moi, c'était le commissaire qui sortait de ses gonds, il me disait, vous vous rendez compte, vous avez osé prêter votre talent pour dire des choses pareilles. Et moi je disais, attendez, mais vous savez, ça c'est une allégorie. Qu'est-ce que c'est une allégorie? On ne touche pas aux choses sacrées. Le couscous, c'est sacré. Lui expliquer la poésie à ce cher commissaire était très très difficile. Alors donc, Salah Gemrich disait, le sous-sol, je savais ce que c'était depuis que j'y avais été amené pour un interrogatoire de routine au lendemain de l'assassinat de Jean Sénac, le 30 septembre 1973. J'avoue que l'interrogatoire de routine m'avait quelque peu déstabilisé. Tous ceux qui furent interrogés alors dans le cadre de l'enquête étaient devenus, du coup, suspects non pas du crime, mais d'homosexualité. Allez après cela expliquer l'importance que continuait à avoir pour vous une amitié d'enfance particulière. Il y avait la mort de 2 homosexuels avant lui, puisque lui-même l'était. Le speaker de la télé qui est mort sous le gaz chez lui, c'est passé pour un suicide. Il y a eu un peintre qui est mort aussi dans un accident de voiture assez scabreux. Et ça le dégoûtait, ça le dérangeait quelque part. Et en plus, d'autres choses que je n'arrive pas à les redonner maintenant avec beaucoup de cohérence, mais qui étaient liées à la Sonatrach, qui étaient liées à son expérience, parce que la Sonatrach lui avait publié un bouquin de recueil de tous les jeunes poètes francophones, dans Majid Bey, dans le regretté Septi, dans Djemaï, dans beaucoup qui étaient dans ce recueil publié, avec publicité Sonatrach et tout, donc ils ont financé entièrement la publication. Il a fait des tournées de poésie dans le pétrole. La Sonatrach, c'est le pétrole et le gaz, la Société nationale. Donc il a fait ces tournées-là, Hassim Saoud, Aïna Menas, là où il y avait des Français, il y avait des ingénieurs. Ils ont été faire des récitals de poésie, de cette jeune poésie algérienne. Est-ce que le fait de défendre aussi la francophonie ou la poésie française, il essayait de sauver ce qu'il restait de cette poésie en Algérie qui était en pleine arabisation, il y avait des sources de conflit, on lui a cherché des noises, est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tous les cas, son assassinat est trop brutal, il est trop violent, il est trop anachronique par rapport à sa vie.
Je ne peux pas dire qu'il avait une vie qui appelait ce genre de crime. C'est des natures très complexes ceux qui ont fait le choix d'être algériens à l'indépendance. C'est des gens qui d'abord pour moi ont des tripes réellement. Ils ont du cran, ils ont voulu continuer à vivre là et à partager ce pays jusqu'à leur mort. C'est un fait. Et Omar Wahid, ça s'est bien passé pour lui parce qu'il était discret. Il était d'une nature, disons, théâtralement parlant, un personnage rond. Donc il laissait couler les choses. Il partageait avec nous énormément de choses. C'était notre musicien. C'est celui qui nous faisait les musiques du théâtre, du TNA d'ailleurs, et de théâtre et culture. Mais Sénac, il avait quelque chose déjà de provocateur en plus. Avec toute cette complexité, en plus poète, c'est déjà suffisant quand on appartient, et en plus très provocateur, et donc ça n'a pas arrangé les choses dans une Algérie qui se revoulait moralisante pour elle-même, qui devenait de plus en plus conservatrice des valeurs, qui rejetait beaucoup plus qu'elle n'accueillait, qui admettait mal qu'un Jean Sénac soit algérien, et lui confrontait tout ça. Il était confronté à tout ça quotidiennement, heure par heure, minute par minute. Donc il a vécu, si vous voulez, l'Algérie dans tout ce qu'elle avait de fragile et au summum des pics de ses contradictions. Il les subissait tous les matins, tous les jours. Il aimait le soleil et la nuit à Alger. Il aimait les corps bronzés et les esprits clairs. Il aimait les mots et les sensations, mais Jean Sénac aimait aussi les peintres et les musiciens. Il a écrit sur les Pink Floyd, il a écrit sur le maître du Cherbi, El Anqa, et puis il a écrit sur elle, la doyenne du rail rural, la Cheikh Arimiti. Mes feux du quartier pauvre éclairent l'avenir. Cette année me sont parvenus les fanals de Jamel Imaziten, Hamid Nasser Khouja, Boualem Abdoun, Hamid Tibouti, Abdelwahab Abdelghani Habib Tengour, Aïcha Bernier, Abdelhamid Laghwafi. Le rempart de ces petits, celui de Beille, tiennent bon. Bonne année donc. Route ascendante d'aloès, du silex au jasmin, le cygne se fortifie. Akmoun le manifeste, cœur vertébral, l'arc andalou, redans aux dents fraîches, jeunesse. Sois digne de ton corps, ne lâche pas, maintiens, digne de ton regard, de ton plaisir, du tigre aux ailes de colombe, de ton gémissement quand ta pupille prend son vol pour des planètes. Sois digne de ton galbe courbe de nos jardins perdus. Tu dénoueras les arabesques, tout sera simple comme Elif. Alger reclus, 1971-1972. René de Secati, s'il fallait parler d'un style Jean Sénac, comment on pourrait définir ce style? D'autant plus que Jean Sénac, l'écriture de Jean Sénac a évolué. Le Jean Sénac d'avant l'indépendance algérienne n'est pas le même que le Sénac du socialisme, le Sénac qui parle du corps poème, quoi, ce qui est venu après 62. C'est-à-dire que Jean Sénac est un lyrique mais en même temps très rationnel et qui a un formalisme aussi, qu'il a toujours conservé et respecté. Son engagement politique a évolué et ça l'a amené à avoir évidemment à trouver dans la poésie une autre fonction. Mais ça ne veut pas dire que les poèmes eux-mêmes aient changé. Je trouve, bien sûr, les premiers poèmes de Jean Sénac, ceux qui ont été accueillis par René Char, sont des poèmes, les tout premiers, sont des poèmes extrêmement ramassés, extrêmement concis, et après il donnera plus libre cours à son lyrisme politique.
il y a le problème des poèmes, disons, de l'exaltation politique, des poèmes qui précèdent et suivent l'indépendance de l'Algérie, qui sont disons, littérairement les poèmes les plus contestables, mais qui sont jamais, c'est quand même pas de l'Aragon. Ce sont pas des poèmes militants complètement. Ce sont des poèmes qui gardent un fond d'intimité, et c'est ça qui me plaît, moi, chez Jean Sénac. C'est-à-dire que c'est pour ça que je le rapproche de Pasolini, parce que Pasolini c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des poètes civiques, comme on disait pour Pasolini, c'est-à-dire pour qui la poésie s'adresse au peuple et doit modifier quelque chose dans la conscience du peuple, mais toujours avec un fond d'intimité, un fond de souffrance individuelle, qui est le point de rencontre de la littérature. C'est là-dessus qu'un lecteur est motivé. C'est pas parce qu'on va lui dire « va dans la rue et révolte-toi » qu'il va lire un poème. C'est parce qu'il reconnaît sa propre voix dans le poème. Et ça a toujours été présent chez Jean Sénac. Citoyen de beauté, je t'aime. Tu es forte comme un comité de gestion, comme une coopérative agricole, comme une brasserie nationalisée, comme la rose de Milly, comme l'unité du peuple, comme une cellule d'alphabétisation, comme un centre professionnel, comme une parole de Meddah, comme l'odeur du jasmin dans la rue de Taïeb, comme une gouache de Bélenteur, comme le chant des murs et la métamorphose des slogans, comme la soléa de ma mère, les bleus, les bruns de Zérarty, comme les baigneurs à la Pointe Pescade, comme le nègre de Timgad, la Vénus de Cherchel, mon cœur, mon graffiti. Je t'aime. Tu es ma folie positive, comme une pastèque bien rouge, comme le sourire d'Ahmed, comme une chemise de Chine, une djebba de Yasmina, comme un beau discours politique, comme un camion plein de rire, comme une jeune fille qui retire son voile, comme une autre qui le remet, comme un boucher qui affiche des prix bas, comme un spectacle réussi, comme la foule qui acclame, comme Jean qui sur une pierre pose une autre et nomme la terre, comme le jet d'eau dans la cour, comme à la nuit la Bouqala, comme une prière de Djelel, comme une élégie d'Anagreki, comme une formule mathématique, comme l'histoire de Mejnoun et sa Leïla, comme le défilé du 1er novembre, comme la certitude de Béchir, comme les escaliers d'Odessa, comme à Tiloua les olives, comme un danseur de Heddawi, comme l'Anqa et sa colombe, comme Yahya qui épluche le noun et comme Nathalie qui épelle une orange. Tu es ma poésie active, je t'aime. Il croyait en cette Algérie, il croyait en la révolution de cette Algérie, il croyait au peuple algérien surtout. Slimane Ben Aïssa. Et dans sa poésie, il a essayé de coller presque d'une manière épidermiquement à la révolution algérienne, même si elle était factice, même si on savait que c'était de la démagogie, même si on pensait que c'était à l'envers, tout ça. Mais quand même, être belle comme un comité de gestion, il fallait oser la dire et en convaincre des générations. En tous les cas, on l'a entendu avec une force qui en même temps ridiculisait le comité de gestion et qui en même temps lui donnait cet espoir. Je crois que tu es belle comme un comité de gestion, il fallait que tu sois belle comme un comité de gestion, malheureusement tu ne l'es pas. C'était un peu ce genre de cri, et il avait cette manière et de critiquer et d'être dans la chose en même temps. Et il s'est mêlé de politique, mais même quand il se mêle de politique, il garde cette profondeur, cette dimension humaine extraordinaire dans ce qu'il écrivait. C'est-à-dire, il se sentait responsable, comme nous tous. Il faut dire que nous sommes une génération en Algérie, on a été responsabilisés par la politique et par les politiques malgré nous. On est né pour autre chose, on est né pour chanter l'espoir, on est né pour construire quelque chose dans l'imaginaire de ce peuple algérien, mais il y avait tellement de choses, disons, matériellement détruites autour de nous, qu'il fallait mettre la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il fallait se faire maçon, qu'il fallait se faire ferblantier, qu'il fallait... Donc, et ça pour nous, c'est se mêler de politique. C'est se mêler de politique et on l'a fait avec une profondeur humaine et poétique extraordinaire. Il a été pour ça un exemple inouï, Jean Sénac.
d'un témoin impliqué dans la construction de l'Algérie socialiste à un autre témoin plutôt sceptique. C'était le journaliste, le correspondant à Alger du journal Le Monde, Jean-Pierre Pérancel-Hugoz. À l'heure où certains tombent à bras raccourcis sur la poésie politique de Sénac, moi je trouve que les vers qu'on lui a tant reprochés, Tu es belle comme un comité de gestion, sont peut-être parmi les plus beaux de ceux qu'il a écrits, parce qu'il y avait toute la force de sa conviction, tout son patriotisme algérien, toute sa croyance dans une utopie socialiste qui malheureusement s'est effondrée, mais qui dans son esprit était pure et devait donner à l'Algérie la prospérité et le bonheur. Donc je trouve que la poésie politique de Sénac est finalement très belle et qu'elle mérite, par sa seule valeur littéraire, en dehors de l'aspect politique et historique, elle mérite d'être récitée, d'être apprise et d'être connue. Je t'aime. Tu es forte comme un comité de gestion, comme une coopérative agricole, comme une brasserie nationalisée, comme la rose de midi, comme l'unité du peuple, comme une cellule d'alphabétisation, comme un centre professionnel, comme une parole de Meddah, comme l'odeur du jasmin dans la rue de Fayed, comme une gouache de Vélenteur, comme le chant des murs et la métamorphose des slogans, comme la soléa de ma mère. C'était en 1963. Ce poème a été écrit une année à peine après l'indépendance de l'Algérie, à l'époque où tous les rêves étaient permis. En avril 1999, les éditions Actes Sud publient la totalité des œuvres poétiques de Jean Sénac, et à cet effet, France Culture, dans son émission Un livre des voix, avait interviewé Rawti Feraoun. Donc nous allons écouter le sculpteur, le poète, le romancier Rawti Feraoun répondre aux questions d'André Walter. La première fois que j'ai rencontré Jean Sénac, je m'en souviens, c'était à la radio d'Alger, au restaurant, et il avait une voix tonitruante qui m'agaçait de prime abord. Et il disait, je vais être le plus jeune poète arabe. C'est-à-dire que dans son esprit, il désirait apprendre l'arabe pour écrire en arabe. Avec sa voix de pied noir, nasillarde, très, comment dirais-je, rauque, ça m'avait fait mourir de rire. Qu'un homme de son âge dise « je vais être le plus jeune poète arabe ». Et évidemment, nous avons sympathisé, échangé quelques paroles d'amitié, etc. C'était un être, je dirais, extraterrestre, absolument inclassable, vitupérant, vociférant, sarcastique, éblouissant. Pendant toutes les années où vous l'avez connu, Rawti Feraoun, avez-vous noté une évolution chez Jean Sénac? On dit toujours que vers la fin de sa vie, il avait quand même une sorte de hantise ou de sensation que la mort allait le rattraper. Il a même écrit un poème dans les tout derniers qui s'intitule Bardo, qui fait explicitement référence à ce moment dans le bouddhisme tibétain qui est le moment de l'entre-deux, c'est-à-dire le moment qui mène de la mort à la mort, si on veut. De tout temps, même dans ses poèmes de jeunesse, de même qu'il était anxieux, en quête de son identité, parce que, tout le monde le sait, il n'a pas connu son père. Il y a des poèmes qui parlent de la vie et de la mort. Et il a parlé, il a écrit qu'il allait être assassiné. C'était quelque chose de fabuleux qui le rapproche de Lorca, de Whitman, de Pasolini, etc. Mais c'était un être de vie. En fait, la mort n'était pas pour lui quelque chose de sombre. Ça aurait été plutôt une forme de délivrance, si je peux dire cela. Mais c'est très ambigu, il faudrait en discourir là-dessus. Je n'ai pas connu d'être aussi amoureux de la vie, de l'humain, de l'amitié, de la tendresse, de la passion, de la folie. Enfin, c'était le poète
aussi bien dans ses écrits que dans sa vie. Sa vie était poésie. Mais comment peut-on, en étant inclassable, avoir tenté, voulu prendre des positions politiques extrêmement précises, se référant à une idéologie très dirigiste d'une certaine façon? Il a été amené à écrire des poèmes, des sortes d'hymnes aux tracteurs, du plus pur style réaliste socialiste. Simplement, évidemment, avec lui, ça échappe complètement parce qu'on a l'impression que même dans sa bouche, on n'y croit pas. C'est tellement fou. Oui, mais il y a comment dire, de la distanciation. Beaucoup le comparent précisément à Pasolini ou Lorca ou d'autres. Moi, je le vois brechtien. Pour moi, c'est... Et vraiment, il y a des poèmes que je connais de Brecht et de Sénac qui sont frères, qui sont parallèles. Et c'est étonnant que tous les analystes, les essayistes et autres, n'ont pas vu ce rapprochement. Il était d'un humour. Tu es belle comme un comité de gestion, c'est son fameuse phrase qui lui a été longtemps reprochée. Mais il l'a dite par provocation, par humour. Et il l'a dite à Che Guevara, avec lequel il dînait. Che Guevara fumait un cigare qu'il a laissé poser sur le comptoir, et puis un garçon de café est venu et a dit « Monsieur, votre cigare brûle la table ». Et Jean Sénac qui dit « Mais c'est Che Guevara ». Alors le garçon a répondu « Mais que ce soit Che Guevara ou le pape, nous ici, c'est un comité de gestion, il faut qu'on fasse attention au matériel. » C'est tout. Et ils ont éclaté de rire, et de là est né le poème « Tu es belle comme un comité de gestion ». المغني الشيخ الحاج محمد العنقة وجماعته. بعد الهجر العصير جات ايام الخير بعد الهجر العصير جات ايام الخير كثير من Jean l'Algérien, Sénac l'Algérois. On aurait tant aimé faire cette émission avec Radio Alger pour récupérer justement les archives de la radio algérienne et les émissions de Jean Sénac. Toujours est-il, dans cette émission consacrée à Jean Sénac, on a tenu à ce que les poèmes de Jean Sénac soient lus, soient interprétés par des voix algériennes. Et avec nous aujourd'hui, le poète kabyle Ali Malek, qui vient de débarquer d'Algérie et qui est né, lui, l'année de l'assassinat, de la mort de Jean Sénac. Et avec nous aussi, d'autres jeunes comédiens qui viennent d'Oran, fraîchement débarqués puisqu'ils sont en tournée en France, qui eux sont nés 10 ans après la mort de Jean Sénac. Nous leur avons demandé de lire les œuvres de Sénac. Quand je serai mort, jeunes gens, vous mettrez mon corps sur la mer. Vous écouterez la Sigueria, l'irréparable où mon ancêtre arabe pleure. Vous écouterez l'Anqa, Yazifullah, et le concerto de Bartok pour orchestre. Pendant 37 ans, j'ai tellement eu faim de beauté, j'ai tellement eu faim de santé. Soyez patients. C'est une après-midi ensemble, tandis que mon corps sur la mer. Et puis dansez le twist, dansez à perdre haleine l'Afrique délivrée. Le twist est comme jadis sur le môle, le Hadawi. Jeunes gens, vous serez des hommes libres. Vous construirez l'autogestion. Vous construirez une culture sans race. Vous comprendrez pourquoi ma mort est optimiste. Je ne me suicide pas, je vis. Voilà ma signature. John Sénac, et j'ai mis un soleil. Alger, Pointe-Piscade, 21-26 janvier 1964. نطلب ربي يحن عليا يستجب في الحيط سبحانه. Chant de transfiguration. Karimou, Lounes, Mifah Bayou, Mami, Mustafa, Reda, Ahmed, Mustafa Mourad, Mohamed, Abdou, Youssef, El Hadi, Mourad, Yassia,
سعيد مزيان سليمان محمد عمار حسين سليمان جلالي حميدات سعيد دحمان عيسى بوعلام سعيد جمال محمد Kamal. Mes beaux seigneurs sont arrivés, ils sont venus, et nous avons tiré nos sabres luisants. Calcination, terre des mots. Cette ville. Dans cette ville, on ne sort plus. Les rats crèvent sous le cœur. Les oranges sont petites, et les pommes de terre rares. Baiser interdit, mosquée grasse. Les mots font mal, rire de crin. Dans cette ville, la jeunesse est un crime, l'intelligence est un crime, la beauté est un crime. La médiocrité est la seule loi. Poésie battue jusqu'au sang. Hamidet, joueur, ordonne cette jungle, donne aux lys des sables le nom. Tandis qu'entre la résonance et ta cuisse j'avance, le gémissement de la guitare quand tu jouis. Parole obscène, le chant populaire. Lorsqu'il danse et éjacule, Deidawi au zitouna. Je te lance sur mon zeb, Deidawi écrit comme ça. Françoise Daubonne, vous êtes vous-même écrivain, et quand vous parlez un peu de l'œuvre de Jean Sénac, quelque chose vous étonne, vous dites que l'idée du père semble avoir hanté toute la vie de Sénac, un peu comme celle de la mère, l'œuvre de Jean Genet. Je crois que c'était obligatoire. L'absence est souvent la forme la plus paroxystique de la présence. Le fait, par Genet, d'avoir été abandonné par sa mère, le fait, chez Jean Sénac, de ne pas avoir connu son père, projette quelque chose qui occupe par son ombre toute une vie humaine. C'est assez logique. Les leçons d'Edgar, son premier recueil de 1954, c'est-à-dire un recueil qui est prêt avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, avant le 1er novembre 1954, et ben, ce recueil de poèmes, Les leçons d'Edgar, ne sera publié qu'en 1983. Alors, je voulais vous poser cette question, Françoise Daubonne. Pourquoi Jean Sénac, qui avait pourtant le soutien, je n'oserais pas dire la bénédiction, de René Char et même de Camus, hein, le père impossible, quand vous dites, qui a apporté vraiment son soutien à ses premiers poèmes, pourquoi il a fallu attendre jusqu'en 1983 pour voir enfin l'œuvre de Jean Sénac éditée? À l'époque, déjà, il était très difficile d'éditer de la poésie. Mais j'en ai connu autour de moi, qui avaient des appuis, qui avaient du mérite, qui auraient pu vraiment compter sur une édition et qui n'arrivaient pas à publier leurs poèmes. Alors, quand il s'agit de quelqu'un qui vit en Algérie, qui ne vit même pas sur le territoire, qui écrit une poésie d'un type assez difficile et tellement personnel qu'on ne peut guère le raccorder à aucune école ou influence, la difficulté est d'autant plus grande. Et d'autant plus, je crois que Sénac n'avait pas un tel acharnement à se faire publier. Il essayait, c'est certain, mais il n'y mettait pas tellement de conviction. Pour lui, l'important, c'était d'écrire, de faire lire aux gens qui lui plaisaient ou qui l'entouraient les poèmes qu'il avait écrits, de les envoyer en lettres, comme ceux qu'il a envoyés à Serge Tamagno, par exemple. Mais il ne s'acharnait pas à faire pression sur des éditeurs. Donc, d'une part une difficulté, de l'autre une certaine désinvolture, explique le fait qu'il n'ait pas pu se faire publier plus tôt. Françoise Daubonne, vous êtes écrivain, vous avez donc lu l'œuvre de Jean Sénac, et vous remarquez qu'après 1962, il y a une nouvelle technique d'écriture chez Jean Sénac, une technique à la fois plus dépouillée et plus raffinée. C'est un fait certain qu'il a commencé par un classicisme de type plus ordinaire, se rapprochant davantage d'une poésie plus accessible, plus, je ne dirais pas traditionnelle, mais plus connue, qui ensuite change complètement de ton. S'il y a un poète auquel je peux le comparer le plus, alors qu'il est pourtant d'une originalité si puissante qu'on ne lui voit guère de semblable, eh bien je dirais qu'il me fait assez penser à Olivier Laronde, dont l'évolution a été, qui n'avait rien à voir à faire avec la guerre d'Algérie, dont l'évolution a été assez semblable. Un début de classicisme, et ensuite un certain parti pris de rechercher la formule qui n'a jamais été faite, de prendre la tournure qu'on n'a jamais osé appliquer, et qui donne une originalité puissante
à la deuxième partie, à la deuxième étape de sa technique. Alors vous parlez de la chair dans les mots de Jean Sénac. Quand vous parlez des poèmes iliaques, vous avancez ce mot qui peut résumer un peu l'œuvre de Jean Sénac, du moins une partie de l'œuvre de Jean Sénac, c'est le corps-poème. Oui, eh bien je crois que le mot, du reste, était déjà employé ailleurs. Je ne sais pas si Jean Sénac lui-même en est l'auteur, mais en parlant de son œuvre, on a souvent utilisé ce mot de corps-poème qui répondait à l'intention, à l'ambition de l'auteur, cherchant cette fusion impossible entre Foucault dirait la chose et le signe, entre l'objet et ce qu'il représente, c'est-à-dire entre le poème et l'objet de ce poème qui est un corps, et le mot de poème iliaque est particulièrement significatif, puisqu'il signifie que l'os iliaque étant l'os du bassin, son poème se voue à un corps qui est une paire de hanches en forme de lyre, répondant évidemment au corps de garçon qui est l'objet de toute l'œuvre poétique de Jean Sénac à partir de cette époque. Wilde, Lorca, et puis... L'heure est venue pour vous de m'abattre, de tuer en moi votre propre liberté, de nier la fête qui vous obsède. Soleil frappé des années saccagées, remontera mon corps. Alger, 15 octobre 1971. René de Sécati, si on parlait maintenant de la période de Jean Sénac avant l'indépendance. Jean Sénac qui rencontre, qui correspond avec René Char, qui a l'appui d'Albert Camus, mais qui ne sera jamais en fait édité, et qui n'aura jamais, avant 62, une place dans la poésie algérienne ou française d'Algérie. Vous savez, c'est le même problème qu'un autre écrivain algérien qui est Jean Amrouche. Hein. On peut faire aussi un parallèle entre Jean Amrouche et Jean Sénac. Mais Jean Amrouche avait sa place en tant que critique, en tant que grand journaliste, grand intervieweur, mais après tout son œuvre poétique était dans l'ombre. Hein. Je pense que ça tient aussi à une espèce de paternalisme colonialiste. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'étaient les Algériens pour les Français, même les Français les plus généreux, comme Camus. Mais on savait que Camus s'était trompé sur le rapport, le destin, sur l'amitié des peuples. Il avait fait une erreur politique gigantesque. Donc je pense qu'il y avait une grande ambiguïté dans les années 50, 60, dans les rapports de la France avec des poètes qui utilisaient en plus la langue française. Comme si, vous voyez, ils avaient la langue du colonisateur. Hein. Un problème qu'on retrouve aussi dans les autres colonies qui existent encore, qui sont les colonies des Antilles. Hein. C'est toujours le problème, comment les écrivains qui utilisent la langue du colonisateur peuvent être reconnus comme poètes à part entière. Et en plus, Jean Sénac avait l'ambiguïté supplémentaire qui n'était pas arabe. C'est-à-dire qu'il avait un nom français, on ne sait pas qui est son père. Donc il y avait aussi ce problème-là qui fait qu'il était trop bizarre, peut-être, pour être reconnu. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, heureusement, par la suite, il a été reconnu, toujours avec des difficultés d'ailleurs, parce qu'on a continué à le refuser chez Gallimard pour certains poèmes. Pourquoi ? Vous savez, ça tient des personnes. Hein. Je veux dire qu'une maison d'édition est liée aux personnes qui se trouvent là, sur place. Je veux dire que, par exemple, si moi je n'avais pas été sur place au moment où on a proposé Ébauche d'un père à Gallimard, peut-être que le livre n'aurait jamais été édité. Alors, une maison d'édition, c'est l'histoire des personnes et des sensibilités qui se trouvent là. Il n'y a pas de jugement définitif. Les petites histoires de personnes et pas la grande histoire. Non, oui, je le crois. Moi, je crois profondément. On se trompe en disant Gallimard a refusé. Non, les personnes qui se trouvaient chez Gallimard à ce moment-là ont été inattentives. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais heureusement, il y a des révisions de l'histoire et après d'autres personnes arrivent qui peuvent permettre justement à une œuvre comme celle-là de se faire connaître.
De même, pourquoi Jean Sénac ait publié chez Actes Sud les œuvres complètes il y a 3-4 ans? Parce qu'il y avait une personne, Marie-Catherine Vacher, qui était sensible, et voilà. C'est comme ça que les choses se font. Hamid Nasser Khoja, et si on parlait maintenant de Jean Sénac, critique de la vie artistique à Alger. Il a publié des textes sur des peintres en Algérie, sur le théâtre en Algérie. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là, de ce style-là de Jean Sénac qu'on connaît moins? Effectivement, c'est l'objet de ma thèse. Sénac a écrit sur la peinture pratiquement de 46 à l'année 73, c'est-à-dire de ses 20 ans jusqu'à sa mort. Ce qui est intéressant, c'est que il faut diviser l'activité critique de Sénac, de la peinture ou de la radio ou de la littérature en pratiquement 3 périodes. Avant 54, c'est-à-dire du temps de l'Algérie française, pendant la guerre d'Algérie et après l'Algérie postcoloniale, l'Algérie indépendante. Donc avant 54, durant l'Algérie française, Sénac a beaucoup écrit pratiquement sur les peintres pieds noirs ou les peintres d'origine espagnole, et il a écrit pratiquement sur ses amis peintres, sur ses amis. Rarement il a écrit sur des peintres ou des poètes ou des écrivains qu'il ne connaissait pas. Mais est-ce que déjà il y avait cette patte de Jean Sénac, un lyrisme, oui. Il a vu même des vues prémonitoires. À l'époque, on ne connaissait pas, à part Beya, qui était très célèbre grâce à la préface d'André Breton, son exposition de novembre 47 à la Galerie Meg à Paris, rue de Téhéran, mais les autres, mais qui entendaient parler de Benanteur ou de Khada ou de Bouzid, et était le premier à organiser une exposition où figuraient à la fois des peintres pieds noirs et des peintres, disons, algériens de souche arabe, comme on disait à l'époque, selon la terminologie de l'époque. Des Algériens, c'est-à-dire des Français d'Algérie, et des Arabes, c'est-à-dire des indigènes, comme on disait à l'époque. Et même les peintres pieds noirs, il a été le premier à parler de Louis Namar, de Maria Manton, d'Orlando Pelayo, un peintre espagnol qui sont devenus très célèbres par la suite. Vraiment très, dans ce domaine aussi, Sénac... Mais c'était quoi le style Sénac, le style critique de Sénac? Est-ce qu'il s'enflammait? Est-ce que... Il y a 2 périodes. Jusqu'en 46-48, il était encore jeune, il ne faut pas l'oublier. Il avait entre 20 et 22 ans. C'était plutôt des comptes rendus d'exposition avec un aspect sur la biographie du peintre, les conditions dans lesquelles il travaillait, et un commentaire sur les principaux tableaux de ce peintre. Après, entre 50 et 54, là, il était plus lyrique. C'est pratiquement un style très hermétique, où vraiment c'est le poète qui parle et non plus l'amateur de peinture comme auparavant. Et à partir en Algérie indépendante, effectivement, poésie et peinture, pratiquement c'était une union chez Sénac. D'ailleurs, il parlait de l'école du Sine, c'était le premier à parler de l'école du Sine ou l'école du Noun, aussi bien dans sa propre poésie que dans la peinture des autres. Il faut expliquer que ce sont des lettres arabes, le Sine. Le Noun, oui. Le Noun, c'est une lettre arabe qui a été érigée en symbole poétique par Sénac, aussi bien dans ses propres écrits poétiques, que ce soit ses écrits critiques ou ses poèmes, même puisqu'il y a un recueil qui s'appelle Diwan du Noun. Et au niveau de ces peintres, il voyait en certains peintres de l'après-indépendance, de l'époque indépendante, qui sont Martinez ou bien Zerarti, Khadda, Benanteur, Aksouh, Akmoun aussi, tous ces jeunes-là, disons, il est regroupé au sein d'une école du Sine ou du Cône du Noun, parce que ces jeunes-là, c'était des peintres abstraits,
d'abord, et puis cet abstrait, c'était plutôt un héritage de la peinture arabe. La peinture arabe, pour des raisons religieuses, comme on le sait, où il est pratiquement interdit de représenter des visages, c'était vraiment la première peinture abstraite, que ce soit par le biais de la calligraphie, ou bien par le biais de ce qu'on appelle le signe. Or, Sénac voyait un recharnement du signe et de la calligraphie arabe à travers tous ces peintres de l'après-indépendance qui, en même temps, disons, chantaient un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était la construction du socialisme, d'une société égalitaire. Il ne faut pas oublier que Sénac, après l'indépendance, il était le premier à écrire sur la peinture d'Algérie ou la peinture algérienne. Hamid Nasser Khoudja, aujourd'hui, que reste-t-il de l'œuvre de Sénac en Algérie? Est-ce qu'on peut dire, vous qui avez été marqué par Jean Sénac, est-ce qu'on peut dire que d'autres personnes ont été marquées par le poète, par son style? Ah oui, effectivement. Il y a un héritage sénacien, oui, donc oui. D'abord, en Algérie, Sénac figure dans les programmes scolaires. Depuis quand? D'abord en 63. En 63, dans le premier livre scolaire algérien qui s'appelle Vive l'école. Il était destiné aux élèves de cours moyen deuxième année. Il figurait par le biais d'un de ses poèmes, extrait de Au héros pur. Donc c'est le Sénac engagé. Et en 1989, dans le livre de troisième année secondaire, c'est l'ex-terminal, il y a des poèmes de Sénac, Citoyen de beauté, la première strophe, et un extrait de ce poème Au héros pur. Donc c'est le Sénac militant et non pas le Sénac un peu intimiste, qui figure dans les manuels algériens. Et Sénac en 87, il a reçu même un prix à titre posthume, un diplôme d'honneur de la part du président de la République de l'époque, Chadli Bejdid. Ça, c'est le côté, disons, au niveau institutionnel. Mais au niveau officiel, puisqu'on parle de l'officiel, est-ce qu'on reconnaît que Jean Sénac est un auteur algérien aujourd'hui? Et est-ce qu'on parle un peu des circonstances, pour le moins troubles, de son assassinat? De son assassinat, non. Mais de sa poésie, oui. Dans le dernier numéro de la revue Jazair 2003, qui est la revue officielle du commissariat algérien chargé de l'année de l'Algérie en France, il y a deux poèmes de Sénac avec une longue introduction d'un universitaire algérien, Mohamed El-Khadar Maougal, aussi bien en français, puisqu'il écrit en France, avec sa traduction en arabe. Mais vous savez, en Algérie, disons, il faudrait que des gens parlent de Sénac, sinon des gens qui l'aiment, comme Jamal Amrani, qui parle beaucoup de Sénac, et durant justement cette année-là, il en a profité pour lire beaucoup de ses poèmes, aussi bien en Algérie qu'en France, au niveau même de la Bibliothèque nationale d'Algérie. Il y a eu aussi Rabah Belamri qui a beaucoup œuvré pour la mémoire de Jean Sénac. Quand il lit les poèmes, les poètes d'aujourd'hui, je ne parle pas de Rabah Belamri qui est mort et qui a beaucoup parlé d'ailleurs de Sénac, vous avez raison de le faire remarquer. Mais par exemple, quand Jamal Amrani ou d'autres poètes algériens lisent en public Sénac, est-ce qu'ils choisissent que les poèmes militants ou bien ils choisissent aussi les poèmes où il exaltait les corps des jeunes Algériens, des jeunes Arabes? Non, plutôt les poèmes militants, ça, je ne vous le cache pas, oui, c'est plutôt les poèmes militants. Les poèmes militants, les poèmes sur l'Algérie d'une façon générale. Justement, il y a deux Sénac. Il y a une perception biaisée de Sénac, aussi bien en France et en Algérie. En France, on retient plus le Sénac militant, nationaliste, paladin du nationalisme algérien, militant de la guerre d'Algérie, matinale de mon peuple, le soleil sous les arbres. On retient surtout le Sénac érotique. En Algérie, non, pratiquement, on ne parle pas du tout, on l'occulte le Sénac érotique, on parle au contraire du Sénac politique, du Sénac militant de la guerre pendant la guerre d'Algérie, et militant de la nouvelle Algérie après l'indépendance de l'Algérie. Effectivement, il faudrait qu'un beau jour on parle du Sénac entier, c'est-à-dire les deux aspects, l'érotique et les politiques. Merci beaucoup Hamid Nasser Khoudja et nous attendons avec impatience la sortie de votre livre sur Jean Sénac, la biographie de Jean Sénac.
En attendant, s'il fallait vous proposer, vous conseiller un seul livre, pour reprendre l'expression de Hamid Nasser Khouja, si vous voulez retrouver les deux Jean Sénac, le Jean Sénac militant et le Jean Sénac intimiste, n'hésitez pas à acheter les œuvres poétiques éditées en 1999 par Actes Sud, les œuvres poétiques de Jean Sénac avec une préface de René de Sekati et une postface de Hamid Nasser Khouja, notre invité également pour cette émission consacrée aux poètes algériens et algérois. Je vous conseille aussi chez Gallimard d'acheter le roman de Jean Sénac, L'ébauche d'un père. Et puis les deux Jean, oui, très important parce que les deux Jean, c'est la correspondance entre Jean Pellegrini et Jean Sénac, et ça vient de sortir coédité par une maison d'édition algérienne, Barzak Édition. On va beaucoup parler de Jean Sénac cette année, 30 ans après son assassinat. Ali Hakika prépare un documentaire sur la vie et l'œuvre du poète. Et puis au cinéma, Abdelkrim Bahloul vient de terminer le tournage d'un film qui parle de Jean Sénac, la vie et la mort de Jean Sénac. Et sur grand écran, c'est Charles Berling qui va incarner le rôle du poète algérien assassiné. On écoute justement Charles Berling, un extrait du film. Et je terminerai par ces vers de René Char. Dis ce que le feu hésite à dire, soleil de l'air, clarté qui ose, et meurs de l'avoir dit pour tous. Vers la pointe, et nous sommes sortis, et la route était verte, et nous sommes sortis, et la route était bleue. Ô dérision, dans ce bus, je suis seule, pluriel, pour ne pas mourir. Pour moi, Sénac, c'est l'image un peu du soleil dont il signait, puis il accompagnait souvent ses signatures d'un soleil, c'est-à-dire quelque chose d'absolument à la fois impérial et lumineux et généreux. Je crois qu'il y a une profonde générosité chez Jean Sénac, pas simplement une générosité politique, mais une générosité dans la rencontre individuelle des êtres. Il donne une image de l'homosexualité qui n'a rien à voir avec celle d'une perversion. C'est l'amitié et la sensualité proclamées ouvertement. Et ça, ce serait ça pourrait caractériser sa personne, et aussi une intransigeance absolue, une rigueur dans l'analyse politique et morale des individus. Pour vous, Sid Ahmed Agoumi, le terme sénacien, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? Le terme qui me revient très vite, c'est beauté. Je crois que jamais personne n'a chanté les hommes, il n'a eu en confiance en eux, sur l'humain, comme Jean Sénac. Il a toujours chanté l'homme, le vrai, le beau, plein d'espoir, plein d'avenir, enfin, l'humain, voilà. Être sénacien, c'est être algérien à part, comme lui-même l'a été algérien à part. Clandestin, comme disait si bien le professeur Djemeldine Benchir, clandestin des deux rives, parce que finalement, sur le plan officiel, il n'était pas algérien. Sénac, il est mort, si vous voulez, avec des papiers français, mais on peut pas dire, on peut pas dire que c'est un Français, c'est impossible. Donc, disons, Sénac, c'est le parfait franco-algérien. C'est vraiment le parfait passeur entre les deux rives de la Méditerranée. Vraiment. Hein. Et même si, ça c'est vraiment curieux. Sénac, qui ne connaissait pas un mot d'arabe, il s'est intéressé énormément aux poètes de langue arabe. Et il a été le premier à parler de Mohamed Laïd Khalifa, qui est devenu pratiquement maintenant un poète officiel, reconnu, disons consacré. Il a été le premier à parler de lui, alors qu'il ne connaissait pas un mot d'arabe.
se faisait des traductions. Il a traduit les Bokala avec Baya. Dans ses anthologies éditées par le Centre culturel français, ou même dans Le Soleil sous les armes, il a beaucoup cité des poètes de langue arabe ou bien de langue berbère. Donc Sénac, c'est vraiment être sénacien, c'est être un passeur entre les deux passions, et les deux rives de la vérité, et la passion, disons, la passion au sens chrétien, même, parce qu'il est mort chrétien, Sénac, il ne faut pas l'oublier, de la passion qui unit l'Algérie à la France et la France à l'Algérie, par le biais de l'histoire et de tous les substrats historiques actuels. Sid Ahmed, Luc, Ali, Abdelkrim, Mourad, Christine, Annick, Toufriq, Serge, Kherdin, Rehab, Ali, Jean-Pierre, René, Françoise, Leïla, Slimane, Hamid. En hommage à Jean, Paris, France Culture, avril 2003. Une vie, une œuvre consacrée à Jean Sénac. Si vous avez écouté cette émission en compagnie de quelqu'un qui a connu l'Algérie des années 70, peut-être vous a-t-il soufflé à l'oreille que les musiques qui nous a accompagnés depuis le début, la musique que vous entendez là juste derrière moi, est une musique des films algériens réalisés dans les années 70 et composée par Ahmed Malek. Merci à l'ami de toujours, à l'ami du début, à celui qui nous a beaucoup aidé, même si vous ne l'avez pas entendu, c'est-à-dire à Serge Tamagno. Et puis merci à tous ceux qui, à Alger, à Djelfa et à Paris, ont participé à cette émission, à Françoise Debonne, à Leïla Deradji, Sid Ahmed Agoumi, Hamid Nassar-Khouja, Jean-Pierre Perrancel-Hugoz, Slimane Ben Issa, René Dessekati, Luc Cholet, Ali Akika, Abdelkrim Bahloul, Mourad Louanchi, Ali Malek, et puis Kherdin, Rehab et tous les jeunes d'Oran qui ont lu les textes de Jean Sénac. Cette émission a été réalisée par Christine Berlamont avec à la technique Annick Brien. C'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à Jean Sénac. La semaine consacrée à l'Algérie va s'achever, elle, en musique. Donc bonne écoute sur France Culture.